tous et à toutes, je m'appelle Leïla et je serai avec vous tout au long de cette émission proposée par l'association CAVAX France, le centre d'aide d'accueil de victimes d'agressions à caractère sexuel. Nous tenons d'abord à vous remercier d'être à l'écoute de notre podcast qui portera aujourd'hui sur la notion d'estime de soi. Dans celui-ci, nous allons davantage nous intéresser à la définition même et concept de l'estime de soi. Ensuite, quelles sont les conséquences d'une faible estime de soi? Et enfin, quelles sont les stratégies à mettre en place afin d'augmenter son estime de soi? Pour cet épisode, j'ai eu la chance d'interviewer 2 personnes qui ont accepté de partager leur rapport à l'estime de soi à travers leur parcours et leur expérience personnelle. Anita a 24 ans. Elle est actuellement en Erasmus, en Roumanie, dans le cadre de ses études aux Beaux-Arts. Elle évolue dans un univers artistique où le regard des autres, la création et l'expression de soi peuvent occuper une place importante. Lucie a 22 ans, elle est menuisière et elle évolue dans un univers avec un rapport au corps, aux compétences, au travail et à la légitimité qui peut se construire autrement. 2 parcours différents, 2 réalités singulières, mais une même question en toile de fond. Comment se construit l'estime de soi au quotidien ? Alors, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est ? L'estime de soi, en gros, c'est l'évaluation qu'une personne fait de sa propre valeur. Elle englobe plusieurs dimensions, cognitives, émotionnelles et comportementales. Ces différentes dimensions influencent de nombreux aspects de la vie, notamment les relations interpersonnelles, la santé mentale, mais aussi la résilience face aux difficultés rencontrées au cours de sa vie. Selon le sociologue Maurice Rosenberg, l'estime de soi, c'est une attitude favorable ou défavorable envers soi-même. Elle se compose de croyances, mais également de réponses émotionnelles, c'est-à-dire que l'estime de soi n'est pas seulement une opinion sur soi-même, c'est un regard intérieur complet, fait à la fois de pensées et d'émotions, qui nous fait nous sentir plus ou moins dignes de valeur. Une approche pertinente est aussi celle de Susan Harter. C'est une psychologue du développement qui s'est intéressée à comment les enfants et les adolescents construisent l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Elle apporte quelque chose d'important. Elle dit que l'estime de soi n'est pas un bloc unique. Bon, concrètement, ça veut dire que notre estime de soi est composée de plusieurs domaines différents de notre vie. Par exemple, les compétences scolaires ou l'acceptation sociale, etc. Cette évaluation de l'estime de soi n'est pas uniforme. L'estime de soi ne fonctionne pas de la même manière dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez l'imaginer. On peut s'évaluer de manière générale. On parle ici d'estime de soi globale, mais aussi dans des domaines spécifiques de la vie. L'estime de soi spécifique donc. Pour y voir plus clair, l'estime de soi globale, c'est la perception générale de sa propre valeur. Elle résulte d'un ensemble d'expériences et de jugements accumulés tout au long de sa vie et elle est relativement stable. Par exemple, une estime de soi globale élevée est généralement associée à un bien-être psychologique accru, tandis qu'une estime de soi faible peut être un facteur de vulnérabilité aux troubles anxieux et dépressifs notamment. En revanche, l'estime de soi spécifique désigne l'évaluation que l'individu fait de lui-même dans des domaines particuliers de sa vie. Ces différentes sphères incluent donc l'estime de soi académique, qui est liée à nos performances scolaires ou intellectuelles. Bon, moi, je suis vachement, orientée valeur-travail. C'est un peu que comme ça que je vois mon estime. Le reste, j'ai encore du mal à prendre place. Mais du coup, je pense quelque chose qui m'a beaucoup impactée de façon quand même assez négative, c'était quand j'étais jeune. Comme toute personne, j'étais dans ma chambre et tout, et en fait, ma mère débarquait. À partir du moment où j'étais pas en train de travailler pur et dur sur mes devoirs, sur l'école, tout ça, en fait, je n'avais pas le droit d'exister autrement que par ce biais-là. Et je devais être productive à chaque seconde. Ultra peur du jugement parce que tout était lié à mon estime de moi. Toute ma personne était liée à ça. Du coup, je rendais copie blanche au lycée parce que j'avais peur d'être jugée par mes profs de ce que j'écrivais. En fait, tout simplement, je préférais ne rien faire du tout. Et du coup, quelque chose qui m'a vraiment marquée de façon ultra positive, c'est un peu comme la boucle est bouclée, dans le sens où dans ma dernière année d'études, j'avais un soutenance de mémoire à faire. Et en fait, tous mes profs me faisaient bien comprendre depuis des semaines, voire des mois, que je n'avais pas ma place ici. Et en fait, j'ai eu une des meilleures notes de la promo, quoi. Donc ça, c'était une énorme victoire et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées pour moi dans ça.
de me dire mais oui en fait je m'en fous de leur jugement, ça y est je suis enfin détachée de ce truc. L'estime de soi professionnelle qui concerne notre perception de nos compétences et réussite dans le travail. Par exemple, moi je vais avoir de l'estime de moi si par exemple je réussis un projet professionnel. Si je montre à tout le monde que je sais faire. La preuve, je suis dans un métier où il faut faire des choses en fait, c'est concret, le résultat est visible pour que mon cerveau intègre que oui j'ai bien fait mon travail quoi, et que je mérite de l'amour. Ouais, ça se répercute. L'estime de soi sociale, qui renvoie au sentiment d'acceptation et de reconnaissance dans nos relations interpersonnelles. Ça va être mon terrain de jeu, tout ce qui est social, d'aller, je sais pas, parler à des gens, de créer des liens, de faire du réseau, créer des situations. Ça c'est vrai que je me pose jamais la question de... chez d'autres, ça peut être vraiment, par exemple, l'anxiété sociale et tout. Moi, je me pose très rarement cette question-là. J'ai vraiment mon instinct qui me dit c'est bon, t'assures, tu peux y aller. C'est pas le temps qui fait les choses, c'est vraiment les rencontres. C'est dans quel milieu tu vas te placer, quelle relation tu entretiens, quelle relation tu nourris aussi. Voilà, moi, je me suis très souvent perdue à donner beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de choses à des gens qui vraiment me rendaient un tiers. Mais quand t'es habitué à 3 fois rien, bah, tu te dis ah mais c'est déjà super. Et puis ensuite t'es une personne qui te rend 100% de ce que tu lui donnes. Il y a vraiment un truc je pense un déclic qui arrive à ce moment-là et t'es en mode oh putain en fait je me suis fait maltraiter dans ma vie, je le savais même pas. Ouais, je pense au fil des rencontres ça te montre vraiment comment tu peux prendre soin de toi, notamment par l'entourage. Personnellement, j'ai trouvé une stabilité grâce à la thérapie que je me suis depuis 1 an maintenant. Et du coup, ça permet de faire en sorte que ça fluctue moins violemment. Où j'étais vraiment en confiance en moi, et puis des moments où j'étais au bout du rouleau et que je trouvais même plus mes repères, je savais plus trop qui j'étais. Et c'était souvent m'attacher, je donnais trop dans des relations amicales ou amoureuses, et du coup ça crée un déséquilibre, j'arrivais pas à poser mes limites quoi. Je me sens en harmonie quand je suis dans cette situation là où je suis dans un pays étranger et qu'il faut que je m'adapte, qu'il faut que j'apprenne la langue, et aussi quand je fais des rencontres avec des personnes étrangères avec qui on parle en anglais ou peu importe. Et enfin, l'estime de soi physique, qui concerne l'image corporelle et nos capacités physiques. Par exemple, par rapport à mon rapport à mon corps, parce que j'ai pas trouvé un équilibre entre mon activité physique et la manière dont je mange. Du coup, ça fait que je me sens pas bien par rapport à mon rapport physique, disons. Et du coup, ça influence mon mental, donc ça influence mon estime de moi. Mais c'est vrai qu'après, si on réfléchit à d'autres formes d'estime, il y a, par exemple, par rapport à l'image de soi, le corps et tout, ça pareil, je pense que ça fait partie d'une mentalité bien plus grande où, en tant qu'enfant, j'ai juste absorbé tous les schémas qu'on me donnait et c'était tout doit être super mince, tout doit être super fine et tout. Et ça, tu vois, ça me reprend la tête encore aujourd'hui, donc c'est dur de lutter contre ça. Et en fait, finalement, de se questionner, d'aller à contre-courant, c'est aussi sa façon de se dire ouais j'existe, et du coup si j'existe j'ai le droit de m'aimer aussi, de faire mon petit bout de chemin à côté de tous les carcans qu'on essaie de m'imposer. On peut les voir comme des jauges. Par exemple, un individu peut avoir une haute estime de soi dans le domaine professionnel, mais une faible estime de soi sociale. Les 4 piliers de l'estime de soi. Ce sont des éléments fondamentaux pour le développement et maintien d'une image positive de soi. Christophe André et François Lelord identifient 4 dimensions principales. L'amour de soi représente l'acceptation inconditionnelle de soi-même. L'idée, c'est que chaque individu mérite d'être aimé et respecté, non pas en fonction de ses réussites ou de ses performances, mais simplement en raison de son existence. Comme tu disais, où en fait, le seul fait d'exister, tout être humain mérite de s'aimer et a de la valeur en fait. Je pense que l'estime de soi globale, on la reconnaît là-dedans aussi parce que
Si tu t'acharnes à te dire j'ai de la valeur uniquement par ce que je fais, par ma productivité, par mon apparence, ça marche pas. Mais je trouve que ça demande de mourir un peu. Tu vois, forcément d'abandonner, de tuer en fait une partie de nous-mêmes. Par exemple, si on prend, tu vois, qu'est-ce qui nous a constitués dans l'enfance, toute cette partie qui a absorbé tous ces schémas, il faut la tuer d'une certaine façon. Donc ça demande beaucoup de courage en fait, de changer sa réalité. Je pense que il est vraiment là, c'est vraiment là la clé quoi, pour avoir un peu plus d'estime de soi. C'est que se dire, prendre conscience. Et j'ai le droit d'exister. Genre, je suis pas juste un amas de petites molécules et tout. En mode, je suis un tout qui est conscient. Ça aussi, il faut beaucoup de courage. Parce que du coup, on découle tellement de choses. On s'éloigne de plus en plus en grandissant de la validation de notre groupe de pairs. Mais en tout cas, on s'éloigne un peu de la vie de nos parents. Leur jugement. Ça aussi, ça aide aussi à prendre de la place, à exister. Tout ça, c'est lié à l'estime, quoi. Ensuite, la vision de soi. La vision de soi, c'est la perception que l'on a de ses propres compétences, qualités et défauts. Elle est multi-influencée par les expériences de la vie, l'éducation et le regard des autres. Une vision de soi équilibrée implique une perception réaliste de ses forces et de ses faiblesses. Par exemple, une personne qui se considère compétente dans son travail et bienveillante dans ses relations sociales développera une vision de soi positive, tandis qu'une personne qui a une perception très négative de ses capacités risque de développer une faible estime de soi. Il y a évidemment la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la capacité à agir en fonction de ses convictions, à prendre des décisions et à croire en ses propres ressources. Par exemple, une personne qui ose s'exprimer en public, même si elle ressent du stress, démontre une certaine confiance en elle. À l'inverse, une personne qui doute constamment de ses choix et évite les prises de risques présente une faible confiance en soi. C'est une notion que nous évoquerons plus en détail une prochaine fois, car il y a plein de choses à en dire. Et enfin, l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est reconnaître et accepter ses limites, ses erreurs et ses imperfections, sans pour autant se juger durement. Cela implique de se voir avec bienveillance, indulgence, et en comprenant que la perfection n'est pas atteignable, car elle n'existe pas. Du coup, comment te parles-tu à toi-même quand tu fais une erreur ou quand quelque chose ne se passe pas comme prévu ? Je crois que c'est juste des gros instincts qui prennent le dessus sur tout. Ça va être la panique et la fuite. Quand on était en Grèce, sur le bateau, et ça met vraiment à épreuve le système nerveux. Ça révèle beaucoup de la personne. Et du coup, tu vois, j'avais tout de suite cet instinct de en mode là, je sais que j'ai merdé, donc je vais aller m'isoler et je vais fuir parce que je pense que tout le monde me déteste et plus personne n'aura jamais envie de me parler. Et en fait, juste, je crois que c'est juste la culpabilité qui pèse sur mes épaules. Et je pense que ça, sur le moment, je me dis rien de très précis, mais après, ça a un impact, genre je le garde à jamais dans ma valise, tu vois. Et du coup, si personne vient de me tapoter sur le... comme toi tu l'as fait, sur le dos en mode ça va aller, hein, tu sais, en mode on a tous fait de notre mieux et tout, genre je vois pas pourquoi toi, tu devrais t'auto-flageller genre plus longtemps que nous, tu vois. Et c'est la première fois que quelqu'un réagissait autrement, me donnait une autre perspective aussi de comment moi je pourrais, avec moi-même, tu vois, intégrer cette voie-là et faire en sorte de mettre fin à ma souffrance, parce qu'en fait c'est que je le choisis, c'est que je me punis encore une fois vachement cette idée-là. On avait parlé, c'est ce truc de vulnérabilité, tu veux pas que les gens te voient dans un échec, dans une situation d'échec, c'est pas glorieux, c'est pas gratifiant, c'est pas beau en fait. Mais même il y a aussi vachement cette question du mérite, quoi. Genre je mérite de m'aimer, ces choses comme ça, c'est encore pour moi un peu faux dans ce sens-là. Ça veut dire que tu dois faire quelque chose, tu dois prouver quelque chose pour arriver à ce stade, mais du coup c'est comme un peu comme essayer d'attendre la perfection, c'est pas possible en fait. Tu peux pas attendre genre 6 mois d'avoir le job de tes rêves pour commencer à t'aimer, tu vois.
Ça se planque partout dans toutes tes actions, toutes tes pensées, la formulation de tes pensées. Ah, ce que j'appelle le dialogue intérieur. Ouais, C'est la manière dont tu te parles à toi-même, en fait. La manière dont tu te traites. Et ça, tu peux... Si t'en es un minimum conscient, tu peux vite réfuter cette voix. Et ouais, pareil, au taf, je me laisse aucune marge d'erreur. 0%. La dernière fois, j'ai pleuré parce que j'ai fait tomber une planche et que du coup, le bord de la planche s'est esquinté. J'ai pleuré. J'étais en mode écroulée devant mon chef, en mode je suis désolée, va falloir qu'on retourne au fournisseur, aller changer la planche et tout. Mais ça passe toujours par l'autre. Parce que mon chef me dit en mode non mais là c'est pas grave. Et je dis ok c'est pas grave. Mais sinon je pense que encore une fois je reste sur la critique totale de mon être et de dire tu n'as pas bien fait les choses. Tu as déçu ceux qui t'entouraient, ceux qui comptaient sur toi. Enfin je vais vraiment me mettre dans un... Je pense que je suis plus critique envers moi-même. Quand ça m'arrive de faire une erreur ou de me rendre compte que j'ai pas su mettre mes limites, ben je vais être assez dur envers moi-même, je vais m'en vouloir. Au lieu d'essayer de voir plus clair dans ce qui vient de se passer. Genre tendance à me dire ah mais pourquoi j'ai fait ça, ça veut dire que il va m'arriver ça, et ça veut dire que je suis passée par là et j'ai souffert alors que j'aurais pu ne pas souffrir si j'avais pas fait ça comme ça et machin. Enfin, de remuer le couteau dans la plaie. Finalement, ces 4 piliers sont interdépendants. C'est-à-dire qu'un déficit dans l'un de ces domaines peut fragiliser l'ensemble de la construction identitaire et psychologique. Dans le cadre des violences sexuelles, ces piliers sont souvent ébranlés. Il est donc nécessaire de commencer un travail thérapeutique et un soutien social pour reconstruire une estime de soi saine et stable. Cependant, et on est obligé d'en parler, dans un contexte où les réseaux sociaux occupent une place centrale dans les interactions sociales, ils peuvent aussi influencer la manière dont les individus, notamment les jeunes, construisent et évaluent leur propre estime de soi. C'est à nuancer. L'article de Signon et Dorard en 2020 explique que les réseaux sociaux ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais pour l'estime de soi. Leur impact sur le bien-être dépend surtout de la façon dont les individus les utilisent, comme toujours, c'est-à-dire de manière active et relationnelle ou passive et comparative. Une participation active, comme le partage de contenus valorisants ou l'interaction positive avec autrui, tend à renforcer l'estime de soi. En revanche, un usage passif caractérisé par la comparaison sociale, par exemple, la consommation passive de contenu, peut favoriser des sentiments d'insatisfaction et de diminution de l'estime personnelle. Est-ce que tu as l'impression que les réseaux sociaux influencent la manière dont tu te perçois ? Je pense que personnellement, j'étais devenue un peu accro à ça, ou du moins, j'avais l'impression que ça affectait un peu ma santé mentale, la manière dont je me sentais, parce que je tombais dessus dans un type de validation par les likes ou par les films, par les messages, par les publications, par le fait que telle personne puisse voir ces photos de moi. Tu façonnes quand même vachement ta personne sur un idéal que tu vois sur Internet. T'y vas parce que t'as des centres d'intérêt et que tu veux te renseigner, tu veux être inspiré, par exemple t'aimes bien le dessin, etc. Et en fait, ça se retourne, à force de consommer ce contenu, ça te retourne toujours contre toi-même, contre ton image, tu vas toujours te comparer. Rien n'est assez bien pour les réseaux sociaux en fait. Et ça te fait sentir mal avec la boule au ventre tous les matins parce que tu te trouves grosse et tu te trouves moche et tu te trouves, je sais pas, tu vois, blonde au lieu d'être brune, petite au lieu d'être grande, enfin plein de trucs et tout. Et ça rend le truc encore plus personnalisé, mais personnalisé pile poil par rapport à ton estime de soi. Et ça va appuyer parce que souvent quand on a, un complexe, on va être nourri par un truc de oh là là, c'est tellement beau, c'est tellement ce que je voudrais. Et en fait, le feed va te proposer encore plus, etc. Et bam, ça va t'alimenter cette croyance que tu dois être comme ça, quoi.
Évidemment, les réseaux sociaux, c'est vraiment genre un réseau de petites insécurités, quoi. Si l'estime de soi reste propre à chacun, l'identification à des groupes, notamment à des groupes de soutien, peut renforcer l'estime de soi, surtout chez les personnes ayant vécu des traumatismes. Ça leur offre un sentiment de validation et de reconnaissance qui aide à renforcer le sentiment de valeur personnelle. Elle peut aussi bénéficier du soutien collectif, de stratégies pour faire face aux difficultés et d'exemples de résilience. Tout cela peut l'aider à se percevoir comme capable, plus capable, de dépasser les épreuves qu'elle traverse. L'estime de soi ne dépend pas uniquement de processus internes, mais elle peut être façonnée et renforcée par des dynamiques collectives. C'est une bonne nouvelle, non? Maintenant, parlons des conséquences psychologiques d'une faible estime de soi. Elle est un facteur de risque majeur pour de nombreux troubles psychopathologiques, notamment la dépression et l'anxiété, comme je vous l'ai dit précédemment. Une estime de soi fragile peut favoriser l'apparition de l'anxiété parce qu'elle alimente des ruminations et des inquiétudes liées au regard des autres et aux interactions sociales. Est-ce que le regard des autres a beaucoup d'impact sur la façon dont tu te perçois? Depuis que là, je suis en Roumanie, je commence à me rendre compte que, en fait, oui, surtout dans l'espace public, où j'ai tendance à avoir peur de croiser le regard des gens, parce que j'ai peur qu'il y ait une forme de jugement, comme si j'étais pas à ma place dans ce pays étranger. Et du coup, je me rends compte que oui, en fait, le regard des autres, il a un impact sur moi, mais j'ai l'impression que quand je communique avec la personne, il s'évapore. Il va autre part. J'ai peur un peu de ce que je pouvais projeter sans que la personne me connaisse. Et c'est quand même une part importante de notre personne, ou plus ou moins importante, mais du coup c'est quand même quelque chose qui nécessite d'être rassuré, d'avoir une bonne estime de soi et tout, aussi de faire bonne impression par exemple. J'aime bien les coupes de cheveux un peu faux-folles, on va dire, et quelquefois ça peut me gêner parce que je sens le regard des gens, notamment quand je m'étais fait un nez rouge rasé sur les côtés et tout, plus la couleur, tu vois, le regard des gens avait vraiment changé. Et j'avais l'impression d'être vraiment hostile, tu vois, par rapport à eux. Donc ouais, ça m'a dérangé un peu d'avoir cette apparence-là. J'ai senti que les autres étaient comme à distance. Je sais pas s'ils me jugeaient, sûrement, parce que juger, ça peut être juste me catégoriser, donc oui. Et par rapport à ton entourage, par exemple tes amis, ce qu'ils pensent de toi, est-ce que ça compte? Est-ce que tu vas y prêter beaucoup attention? Ouais, grave. Moi, j'ai envie que les gens me voient comme quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Vraiment, j'ai envie d'être ce repère et cette douceur et cette chaleur pour mes amis, quoi. Du coup, les émotions négatives, je vais beaucoup moins les montrer parce que ça va casser cette image-là. Et ça va pas du tout. Ils vont me voir faible, ils vont me voir sous un autre angle. Enfin, tu vois. Est-ce que tu t'autorises de te sentir comme ça déjà? Et est-ce que finalement, si les autres te voient comme ça, comment ça te sentir, quoi? Je pense, par exemple, l'hiver, tu vois, avec la dépression hivernale, comme on dit, clairement, je reste chez WAM. Je prends souvent du poids, donc je me trouve moche. Récemment, j'ai fait une coupe qui me plaisait pas du tout, donc je me trouvais super moche, donc je suis pas sortie. Ouais, ça va quand même avoir un impact de fou. Je veux pas te montrer au monde comme ça. C'est comme la meuf, tu vois, qui se maquille tous les jours et qui sort pas maquillée et elle a envie de croiser mes seins de terre, je pense. Ils vont dire, ils vont me voir différemment, ils vont avoir cette vision-là de moi à tout jamais. Ça peut être aussi un facteur déclencheur de troubles liés au stress, en particulier chez les populations qui ont subi des traumatismes. Les rescapés de violences ayant une faible estime de soi présentent des niveaux élevés de stress post-traumatique. Ces résultats mettent en lumière l'importance de renforcer l'estime de soi dans les interventions psychologiques. Sur le plan relationnel, la faible estime de soi influence négativement les interactions sociales et les relations interpersonnelles. Vous l'imaginez.
Les personnes ayant une faible estime de soi ont tendance à anticiper le rejet dans leurs relations intimes et c'est ce qui les pousse à adopter des comportements de retrait ou encore d'hypervigilance émotionnelle. Et c'est ce qui peut renforcer leur isolement social, augmentant les risques de troubles affectifs tels que la dépression. C'est un cercle vicieux. Pour continuer, une faible estime de soi est aussi fréquemment liée à des comportements à risque, notamment chez les adolescents. Ils sont plus enclins à s'engager dans des comportements déviants tels que la consommation d'alcool, de drogue et de comportements sexuels non protégés. Ces conduites peuvent être interprétées comme des tentatives pour réguler les émotions négatives associées à une perception de soi dévalorisée. Les comportements dits antisociaux et les troubles de conduite chez les jeunes adultes sont souvent liés à une faible estime de soi durant l'adolescence. Ces comportements peuvent se prolonger à l'âge adulte, ce qui augmente le risque d'échec scolaire, d'instabilité émotionnelle, professionnelle et des comportements criminels. Et la faible estime de soi a également des répercussions importantes sur le bien-être général et la réussite professionnelle, comme je vous l'ai dit précédemment. La manière dont on se perçoit, donc c'est-à-dire notre estime de soi, joue un rôle majeur dans la façon dont on ressent notre propre vie et comment on se sent dans sa propre vie. Mais heureusement, il y a des stratégies qui existent et qu'on peut mettre en place de manière individualisée en prenant en compte les spécificités de chaque personne. Le renforcement de l'estime de soi, c'est un processus qui est progressif. Les thérapies dites cognitivo-comportementales, encore TCC, vous avez déjà dû en entendre parler, offrent des outils assez efficaces pour améliorer l'estime de soi. Par exemple, avec ce qu'on appelle la restructuration cognitive, qui consiste à identifier et modifier les pensées négatives automatiques sur soi-même. Par exemple, une personne se dit « je suis incapable de réussir », peut apprendre à reformuler cette pensée en « je peux progresser et apprendre de mes erreurs ». C'est assez efficace au long terme. Ensuite, l'autocompassion. C'est une approche qui encourage la bienveillance envers soi-même. Plutôt que de se critiquer sévèrement, il s'agit d'apprendre à s'accepter avec indulgence et compréhension. L'estime de soi se construit aussi à travers les expériences de réussite et la reconnaissance des efforts fournis. Ça peut passer par le fait de se fixer des objectifs réalistes ou encore de tenir un journal des réussites en notant les petites victoires au quotidien. Tout ça, ça aide à prendre conscience de ses compétences et de renforcer finalement une perception qui est plus positive de soi. On ne s'en doute pas, mais l'affirmation de soi est un élément clé. Elle permet d'exprimer ses besoins, ses opinions et ses émotions sans la crainte du jugement. Par exemple, les techniques d'affirmation de soi comme le jeu de rôle ou encore la méthode DESC, je vous laisserai faire vos recherches si vous êtes curieux, aident à améliorer la communication et la confiance en soi. Beaucoup de personnes ayant une faible estime de soi ont donc du mal à poser des limites et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage du droit à dire non. Apprendre à dire non, sans culpabiliser, c'est une étape qui est importante pour renforcer la confiance en soi. Ensuite, évidemment, le regard des autres et le soutien social jouent un rôle fondamental dans la perception de soi. Plusieurs approches permettent d'ailleurs d'améliorer l'estime de soi en renforçant le lien social, c'est-à-dire en s'entourant de personnes bienveillantes, fréquenter des personnes qui valorisent et encouragent, s'engager dans des groupes de soutien, comme je vous l'expliquais plus tôt dans le podcast, et pratiquer des activités collectives. On parle ici de bénévolat, de clubs ou encore d'associations. Et enfin, l'estime de soi est également influencée par la perception de son corps et par la gestion de ses émotions. La pleine conscience, la relaxation et d'autres techniques de sophrologie aident à prendre du recul sur les pensées négatives, à développer une attitude plus bienveillante envers soi-même. Et on va pas se le cacher, ça aide aussi énormément pour la gestion de ses émotions. La pratique d'un sport adapté contribue aussi à l'amélioration de son image corporelle et de sa confiance en soi. Et petit bonus, elle libère également des endorphines qui réduisent le stress et l'anxiété. Finalement, si on peut faire une belle conclusion parmi toutes ces informations, renforcer l'estime de soi nécessite un travail sur plusieurs dimensions, cognitives, émotionnelles, sociales et comportementales. Chaque individu peut trouver les stratégies qui lui conviennent le mieux,
en fonction de son histoire et de ses besoins spécifiques évidemment. Dans le cadre d'un accompagnement, ces stratégies permettent d'offrir des outils concrets pour améliorer l'image de soi et favoriser un bien-être durable. Selon toi, qu'est-ce qui aide vraiment une personne à construire une estime de soi solide? C'est vraiment faire des choses qui nous rendent heureux et de bien s'entourer aussi de personnes avec qui on n'est pas obligé de faire semblant ou de porter un masque et de vraiment pouvoir être qui on est, être honnête avec soi-même et honnête avec les autres. Considérer que des petites choses comme de faire causer au quotidien en mangeant quelque chose qu'on adore ou en lisant un bouquin qu'on aime bien ou prendre le temps de dessiner, faire des petites choses comme ça peut aussi vachement influencer notre estime de soi. Être fier de soi. Donc ça passe par le fait de prendre soin de soi. Oui. Par de petites actions, même le fait de se lever le matin par exemple, ou de faire son lit, ou d'avoir eu le courage de cuisiner, ou des petites choses comme ça et être fier de soi. De l'avoir fait, d'avoir réussi à le faire. Pour moi, ce serait arriver à trouver des personnes qui t'acceptent comme tu es et surtout tes réactions. Et par exemple, si tu vois, t'as l'habitude d'avoir des émotions négatives, les refouler parce qu'on t'a toujours dit montre pas ça, et que t'as quelqu'un qui dit mais non, là en fait, là je suis là, c'est normal d'en parler, etc. Toi, il change la réaction que t'as toujours connue dans ta vie. Ça peut vraiment retourner ton dialogue intérieur, se dire mais oui, j'ai le droit, et en fait te donner de plus en plus de liberté et de plus en plus d'aspects de la vie à découvrir. Et c'est ça qui amène pour moi vraiment l'estime de soi qui est solide. Cuisiner, hein. Cuisiner, mais tous les jours, pendant des heures. C'est tellement... Moi, ça va être mon moment de méditation, le moment où j'apprends aussi mieux à me connaître avec les saveurs, les goûts. Je découvre aussi de nouvelles choses, de nouveaux plats, de nouvelles recettes. C'est un lien aussi de sociabilité avec tous les autres. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent par le fait de manger. Ce podcast touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs autour de vous et dites-nous ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou même YouTube avec Cavax-France. Vous pouvez même nous faire des suggestions, des propositions, cette émission, c'est aussi la vôtre. Vous pouvez aussi retrouver notre série de podcasts sur le site Cavax-France, sur lequel il y a des dossiers associés à nos podcasts avec des sources et même des recommandations pour aller plus loin. Ce podcast vous a été présenté par Leïla, de même pour le montage. Merci à nos invités pour leur participation. Nous vous retrouverons dès le mois prochain pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!